Alors on va accueillir maintenant quelqu'un qu'on connaît bien, Lilith Marsoubian, qui est médecin praticien à la Masse d'Allo et qui accueille déjà depuis plusieurs années certains de nos patients de façon très adaptée et avec un grand professionnalisme. Elle va nous parler de la nutrition, le plaisir de manger dans les maladies neurodégénératives. On sait qu'avec l'évolution de ces maladies, l'alimentation devient difficile. Alors, si l'on peut effectivement avoir des recettes pour que l'alimentation soit non seulement efficace, mais en plus agréable, je te laisse la parole. Bonjour. Je me présente, donc, je m'appelle Lilith Marsoubian, je suis médecin généraliste de formation spécialisée en gériatrie. Et depuis 14 ans, je travaille au centre hospitalier d'Allo qui possède plusieurs secteurs dédiés à la prise en charge des pathologies neurodégénératives, notamment une maison d'accueil spécialisée, un secteur Alzheimer et une unité de soins de longue durée où on prend en charge des pathologies de type maladie de Parkinson. Je remercie tout d'abord les organisateurs de cette invitation, j'en suis honorée. Mon exposé fait un focus spécifique sur la maladie de Huntington, en partant pour certains aspects des principes de prise en charge d'autres maladies neurodégénératives, particulièrement du principe de polyhandicap, car la maladie de Huntington, à un certain moment de son évolution, entraîne un polyhandicap. Je remercie Laurence Delfini, l'orthophoniste, pour ses précieux conseils. Pour cette présentation-là, je vais me centrer, entre autres, sur le plaisir de manger, mais aussi sur certains aspects de l'alimentation chez les personnes qui présentent une maladie de Huntington, dont je n'ai pas parlé à ma dernière intervention il y a 4 ans. Donc, tout d'abord, quelques rappels sur l'alimentation et la nutrition en général. La dénutrition, c'est un déséquilibre entre l'apport nutritionnel et les dépenses. Souvent, la plupart du temps, les apports ne sont pas suffisants par rapport aux besoins de la personne. Donc, le polyhandicap, c'est un facteur intrinsèque de risque de dénutrition. Le statut nutritionnel est le variable qui intervient le plus dans l'état de santé d'une personne polyhandicapée. Le risque de dénutrition est majoré dans différentes circonstances, par exemple la douleur, l'hyperthermie, les infections, les escarres, d'autres maladies intercurrentes, la chirurgie. Certains de ces facteurs, on peut malheureusement fréquemment retrouver lors des pathologies neurodégénératives. Si on considère les besoins nutritionnels chez un patient lambda dénutri, pas forcément atteint d'une pathologie neurodégénérative, on arrive à entre 35 et 45 kilocalories par kilo par jour. J'ai fait le calcul, ce chiffre est important. Si une personne pèse 70 kilos, on arrive à 3200 kilocalories par jour. Retenons ce chiffre, on va y revenir tout à l'heure lorsque je vais parler des besoins chez le patient qui présente une pathologie de type maladie de Huntington. L'alimentation orale est basée sur 3 grandes compétences. Une compétence sensitive, c'est-à-dire analyser, percevoir ce qu'il y a dans la bouche pour pouvoir le gérer, mâcher, avaler. Une motricité fine de la sphère urobuccale et puis une motricité globale, la posture, les mouvements, y compris tout ce qui est prendre la cuillère et passer près de la bouche. Alors, la déglutition. Alors, sa définition, c'est le passage des aliments de la cavité buccale dans le pharynx, en croisant dans le carrefour aérodigestif, vers l'œsophage, puis vers l'estomac. C'est un processus qui est complexe, on ne s'en rend pas compte.
mais c'est un processus complexe. Il y a plusieurs choses qui interviennent. Il y a la participation de plusieurs groupes musculaires, 35 muscles. Il ne faut pas qu'il y ait des mouvements anarchiques de principe pour que les muscles fonctionnent correctement. Une quantité optimale de salive, ni insuffisante ni trop, de l'attention de la personne, une bonne coordination, surtout au niveau du carrefour aérodigestif, et puis un bon fonctionnement des réflexes au niveau cortical et au niveau bulbaire. Donc, tout dysfonctionnement entraîne un risque de fausse route. Donc, la définition des fausses routes, c'est le passage des aliments et ou de la salive dans les voies aériennes. Donc, classiquement, on différencie 3 types de fausses routes. Les fausses routes primaires, qui sont directes. Là, lors de la déglutition, on voit que la personne, on entend la personne tousser, pardon. Secondaires, qui sont indirectes. Donc, il y a à partir de certains lieux de stase, il y a un débordement au niveau des vallicules ou des sinus piriformes. Il y a un débordement de l'alimentation. Donc là, il y a un toux qui apparaît, mais quelques secondes après le mouvement de la déglutition. Et puis silencieuse. Donc, il y a d'autres symptômes qui apparaissent. Il n'y a pas de toux cette fois-ci. Alors, je m'arrête 2 minutes sur le diagnostic de la dénutrition parce que la Haute Autorité de Santé a récemment republié en 2021, republié de nouvelles recommandations sur le diagnostic de la dénutrition qui ont quelque peu changé. Donc là, pour faire un diagnostic de la dénutrition, il faut 2 critères, un critère phénotypique et un critère étiologique, l'un et l'autre. L'albuminémie n'est plus un critère diagnostique, c'est un critère de sévérité de la dénutrition. Donc la sévérité de la dénutrition est basée ou sur le chiffre de l'IMC ou sur le pourcentage de la perte de poids ou l'albuminémie, ou les 3, si les 3 sont défaillants. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'un IMC normal ne nous dit pas que la personne n'est pas dénutrie. Alors, les seuils de l'albuminémie actuellement comptent, quel que soit le statut inflammatoire, l'état inflammatoire. Il est évident qu'un critère de dénutrition majeur prime sur un critère de dénutrition majeure prime sur un ou plusieurs critères de dénutrition mineure. Alors, donc les critères phénotypiques, un seul critère suffit. Donc là, il y a la perte de poids, le pourcentage de perte de poids, l'IMC. Il y a une nouvelle notion qui s'est rajoutée, qui est la réduction quantifiée de la masse musculaire et ou de la fonction musculaire. Et ensuite, un critère étiologique, là aussi un seul critère suffit. Donc là, c'est un peu plus complexe. Il y a la réduction de la prise alimentaire qui compte. Il y a l'absorption qui peut être réduite en cas de maldigestion, malabsorption. Et la situation d'agression, l'hypercatabolisme, particulièrement lorsqu'il y a de la fièvre ou une infection ou une escarre. Donc, là, les stades de la dénutrition modérée, là, un seul critère suffit. Donc, il y a le taux de l'IMC, perte de poids, l'albuminémie, et la dénutrition sévère, là aussi un seul critère suffit, l'IMC, perte de poids, l'albuminémie. Donc je disais tout à l'heure que le taux d'albuminémie doit être pris en compte, quel que soit le statut, l'état inflammatoire, qu'il y ait un syndrome inflammatoire ou pas. Les troubles alimentaires dans la maladie d'Huntington. Tout à l'heure, on parlait de 3200 kilocalories par jour. Pour les stades avancés de la maladie de Huntington, les besoins énergétiques sont souvent de l'ordre de 5000 kilocalories par jour. Ça démontre la différence importante qui peut exister parfois pour une prise en charge classique et pour une prise en charge d'un patient qui est atteint de la maladie d'Huntington où les besoins sont largement supérieurs aux besoins qu'on peut imaginer. Alors, les études
a priori, ne démontre pas de besoins spécifiques pour tout ce qui est vitamines et minéraux. La dénutrition pour la maladie d'Huntington. La fréquence de la survenue dans la maladie d'Huntington, dans les études qui sont disponibles, est estimée autour de 55,5%. Alors, pour le polyhandicap, c'est autour de 60%, donc ce sont des chiffres qui se rejoignent. La dénutrition peut survenir à n'importe quel stade de la maladie de Huntington, mais bien évidemment, plus on est en stade tardif, plus le risque est majoré. Il y a une corrélation de 0,15 points d'IMC et par 1 an d'évolution. Il y a une corrélation qui est retrouvée par rapport à la durée de l'évolution et entre la durée de l'évolution et l'IMC. Les troubles alimentaires, la dénutrition pour la maladie d'Huntington est toujours plurifactorielle. Alors, il y a des causes qui sont liées à la maladie, donc, ou par insuffisance d'apport, ou par hypercatabolisme, en sachant que la plupart du temps, les deux coexistent. Alors, l'insuffisance d'apport, des apports, la plupart du temps, est liée aux troubles de la déglutition. Et puis, il y a des causes extrinsèques. Par exemple, les douleurs dentaires, l'ulcère, etc., qui peuvent survenir pour d'autres pathologies aussi. Alors, la dénutrition est à l'origine de multiples complications chez le patient qui présente une maladie d'Huntington, comme par exemple des escarres, majoration des nombres de chutes, aggravation de la dépendance, aggravation des troubles de la déglutition. Là, on voit que l'évolution de la dénutrition fonctionne en cercle vicieux, en fait. Les troubles de la déglutition entraînent une altération de l'état nutritionnel, qui entraîne une dénutrition, qui entraîne une aggravation des troubles de la déglutition, etc. Tous les patients qui présentent une pathologie de type maladie d'Huntington, à un certain moment, auront besoin d'une évaluation nutritionnelle, voire à plusieurs reprises. Cette évaluation doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire qui inclut un médecin, diététicienne, infirmier, orthophoniste, kinésie, psychologue, ergothérapeute et aide-soignante. Alors, le diagnostic des troubles de la déglutition dans la maladie d'Huntington, les deux premières sont obligatoires. Le troisième point peut être utilisé. Premièrement, l'interrogatoire et l'observation. D'où la nécessité d'avoir une bonne connaissance des symptômes évocateurs des troubles de la déglutition. Je vais les citer tout à l'heure. L'examen clinique, ça permet d'avoir une observation aussi. Et puis parfois, certains examens complémentaires sont nécessaires. Par exemple, tout ce qui est vidéoradiographie, voire le transit baryté. Alors ça s'utilise plutôt lorsqu'on a des fausses routes silencieuses pour les diagnostiquer. Au niveau de l'endoscopie, c'est la nasofibroscopie qui est le plus souvent utilisée. Parfois la manométrie, plutôt pour d'autres pathologies neurodégénératives. Alors, il faut savoir que les mécanismes compensatoires que le corps met en place pour pallier aux troubles de la déglutition sont différents selon le stade de l'évolution de la maladie. Dans les stades précoces, ce sont des mécanismes compensatoires qui sont différents par rapport au stade évolué. Alors, les signes d'alerte. Et ça, ce n'est pas une liste exhaustive au niveau des fausses routes. Lors des repas, on peut avoir une toux, raclement de la gorge, étouffement, les yeux mouillés. Ça, c'est plutôt pour les fausses routes silencieuses, par exemple. Résidus buccaux, de la régurgitation par le nez ou par la bouche, transpiration, tachycardie, décoloration cutanée. Le patient recherche une respiration buccale, les bruits hydroaériques qu'on entend dans le cou. Et puis à long terme, un encombrement qui apparaît quelque
peu après le repas, voire en fin de journée, refus de s'alimenter, des conduites d'évitement, perte de poids, épisode fébrile, désaturation, répétitif sans qu'il y ait une autre cause, et puis des pneumopathies d'inhalation, en sachant que les pneumopathies d'inhalation sont les causes les plus fréquentes de la mortalité chez un patient qui présente une pathologie de type maladie d'Huntington. Alors, pardon. Le principe de l'examen clinique en 5 temps, je l'ai pris du principe de la démarche du diagnostic des dysphagies oropharyngées. Je trouve que c'est plutôt bien adapté pour les pathologies neurodégénératives et particulièrement pour la maladie d'Huntington parce que ça permet de faire un tour des différentes causes et étiologies qui peuvent survenir pour les fausses routes. Donc, on fait un examen clinique en 5 temps, oropharyngé, cervical, respiratoire, neurologique. Les 5 temps, tout ça, c'est par le médecin. Et puis, les essais alimentaires, ça, c'est plutôt pour l'orthophoniste. Au niveau oropharyngé, on évalue la motricité, la sensibilité de la région orobuccale, labiale, linguale, mandibulaire, vélaire. On évalue l'hygiène bucco-dentaire et puis le niveau de salivation, l'état de salivation. Au niveau cervical, on évalue si l'ascension laryngée est existante ou non. Au niveau respiratoire, on recherche un encombrement bronchique. Et puis au niveau neurologique, on évalue l'état de la vigilance, la compréhension, la dysarthrie, la dysphonie, les déficits moteurs et puis les troubles de l'équilibre, notamment en position assise. Il y a une étude qui a été publiée par l'UHDN en 2016 qui montrait que les mouvements de la langue et la dysarthrie sont les prédicteurs de la dysphagie, avec une très bonne sensibilité mais une spécificité très faible. En 5e point, c'est les essais alimentaires par l'orthophoniste. Je ne vais pas les traiter parce que c'est très spécialisé pour les orthophonistes et chacun a sa façon de faire. La prise en charge des troubles alimentaires dans la maladie d'Huntington à la hauteur du défi parce que c'est une prise en charge qui va être complexe. Alors, elle doit être pluridisciplinaire, plurifactorielle, puisque c'est pluricausal, pluriséquentielle, selon l'évolution au fur et à mesure de l'évolution de la personne. J'ai oublié de noter 2 choses qui sont très importantes. Il doit être absolument adaptatif. Doit être adapté à la personne et à ses troubles de comportement. Et puis, une dernière notion très importante, il faut bien évidemment privilégier les apports caloriques et protidiques à l'équilibre alimentaire. Très souvent, le traitement des troubles alimentaires rejoint celui de la maladie, pour la maladie d'Huntington. Là, j'ai composé ce qu'on appelle une boîte à outils à piocher éventuellement selon les causes qu'on retrouve pour les troubles alimentaires pour maintenir une prise orale le plus longtemps que possible. Alors, ce qu'il faut checker, c'est déjà la bonne hygiène bucco-dentaire, quitte à faire un soin de bouche juste avant le repas. L'environnement doit être calme, sans la télé, sans autres distracteurs externes. Le positionnement du patient doit être adapté, celui de l'aidant qui lui donne à manger aussi, des petites bouchées, latence de 5-10 secondes entre les bouchées, si c'est possible, stimulé par les conseils, mâcher, avaler, remâcher, reavaler, vérifier la déglutition après chaque bouchée, voire demander à avaler dans le vide. Alors, pour la gestion technique du temps de repas, je donne juste, alors en ce qui concerne les gestes utiles, je donne juste 2 exemples. Il y en a beaucoup, bien évidemment. Premièrement, c'est le toucher qui est très important. Tout à l'heure, on parlait du toucher. La peau, c'est le
le tactile, c'est le premier sens qui apparaît et le dernier sens qui disparaît, de principe. Les neurologues l'appellent système nerveux externe. Donc, les orthophonistes l'utilisent pour le repas, notamment pour la maladie d'Alzheimer. On a montré que le patient qu'on touche souvent pendant le repas augmente ses apports caloriques progressivement. Alors pour le patient qui présente une maladie d'Huntington, on peut utiliser la technique de overhand, underhand. Donc, c'est-à-dire le soignant qui lui donne à manger met la main, le bras du patient sur son bras qui bouge. Et de cette façon, le patient est quelque part acteur de son alimentation, de son temps de repas et peut guider le soignant dans ses gestes. On peut utiliser aussi la stimulation sensitive de la zone oropharyngée. Ça permet de stimuler le réflexe de la déglutition. Ça, c'est pour les personnes qui ont peu de mouvements au niveau de la sphère orobuccale. Et puis des ustensiles adaptés. Alors, si possible, ne pas recoucher le patient pendant 30 minutes après le repas. Si fatigabilité, diminuer les quantités des aliments, fractionner les repas pour avoir suffisamment d'apport calorique. Si nécessaire, modifier les aliments. Donc, privilégier les aliments et les boissons qui stimulent la sensibilité endobuccale par la stimulation tactive, gustative, olfactive, thermique. Utiliser du sel, du poivre, des choses acides, des boissons gazeuses à température franchement chaude ou froide. Et éviter tout ce qui est aliments fibreux, grains sèches, des textures collantes, compactes. Enrichissement nutritionnel peut être utilisé. Les compléments nutritionnels oraux. Épaissir, gélifier les liquides. Mixer les aliments. On peut avoir différents niveaux de mixage. Rééducation orthophonique, bien évidemment. La réévaluation par l'ergothérapeute. La prise en charge médicamenteuse pour les mouvements choréiques, pour les troubles de comportement, pour l'hypersalivation. Alors, écarter une anorexie ou toute autre cause organique pour les troubles alimentaires, de type ulcère, douleurs dentaires, etc. J'ai oublié aussi, je n'ai pas marqué un mot, il est important, tout à l'heure le psychiatre parlait des traitements, il est important de refaire un point sur tout ce qui est iatrogénie aussi, parce que on sait que certains médicaments peuvent aggraver les troubles de la déglutition, notamment les neuroleptiques. Ils sont connus pour altérer la phase orale de la déglutition. Donc toujours refaire un point sur la posologie des traitements qui sont utilisés. Juste un petit rappel, l'IDDSI peut être utilisé, donc c'est la standardisation internationale des textures adaptées à la dysphagie, qui a été publiée en 2013, que les orthophonistes connaissent bien, les orthothérapeutes aussi, qui contient 8 niveaux pour les aliments de 0 à 7. Alors chaque niveau a son chiffre, a son libellé et sa couleur. Cette standardisation permet d'avoir un langage commun pour trouver la bonne texture, quelle que soit la culture de la personne, quelle que soit la structure où elle se trouve, où elle est hébergée, et quelle que soit la personne qui prépare son repas. Quel est l'intérêt de maintenir cette alimentation orale ? Bien évidemment, c'est d'abord nutritionnel. Maintenir l'autonomie de la personne, c'est un moment de plaisir pour la personne. Là, on parle de la qualité de vie du patient qui est atteint de la maladie de Huntington. Maintenir le lien social, c'est une demande, voire parfois l'exigence pour le patient. Et puis, ça peut être utilisé dans des structures pour calmer les troubles de comportement. La GPE, la gastrostomie percutanée endoscopique. Paradoxalement, je vais juste dire 2 mots sur la gastrostomie percutanée endoscopique. Paradoxalement, la GPE
peut être un moyen de prolonger l'alimentation orale, puisqu'on ne va plus se centrer sur le volume et les calories qu'on va apporter au patient, puisque la GPE va exister. On va se centrer sur la partie plaisir, sur l'alimentation plaisir véritablement, lorsque cela est possible encore. Donc, la gastrostomie, la GPE n'écarte pas totalement le risque des fausses routes. Elle ne contre-indique pas le maintien de l'alimentation orale. Alors, pour faire une évaluation bénéfice-risque et puis poser les indications de la GPE, il faut faire un tour de certain nombre de choses, à savoir le taux de mortalité, toujours avoir à l'esprit. On doit avoir les conditions spécifiques pour sa pose. On doit avoir besoin d'une alimentation entorale à long cours. Le patient doit avoir une espérance de vie plus d'un mois. Il doit pouvoir avoir une position assise ou au moins demi-assise. Et puis le consentement du patient est nécessaire. Ou tout au moins son non-désaccord. Faire un tour des contre-indications formelles et des contre-indications relatives de la pose d'une nutrition entérale. Faire un tour des facteurs prédictifs indépendants des complications de mortalité précoce pour la pose de la GPE. Alors, il y en a certains qu'on peut rencontrer chez la personne qui présente une pathologie de type maladie d'Huntington, notamment les escarres, l'hypoalbuminémie, d'autres maladies évolutives, l'infection pulmonaire et la vie en institution. Ne pas oublier que cette alimentation peut entraîner des effets indésirables, comme par exemple l'obstruction de la sonde, une infection locale ou digestive, une diarrhée, des œsophagites, des régurgitations, des inhalations. Lilith, on a une question par rapport à la GPE. Tu veux que je te la pose en fin d'exposé? Il me reste un diapo, je crois. Ok. Non, 2 diapos. Alors, je vais terminer par des fausses idées reçues. Il est important de pouvoir informer le patient et la famille, ainsi que les soignants, de ce qui peut être fausse comme idée en ce qui concerne l'alimentation entérale, particulièrement la GPE. Alors, premier point, l'incompatibilité d'une nutrition artificielle et d'une nutrition péro. C'est faux, parce qu'on peut avoir les deux. L'inutilité de la prévention des fausses routes en cas d'instauration de la nutrition artificielle. C'est faux aussi parce que les fausses routes à la salive peuvent persister. La nature définitive de la sonde. Non, je m'arrête là-dessus 2 minutes. Moi, j'ai l'habitude, en mes patients qui sont un peu réticents et pour lesquels j'ai fait un rapport bénéfice-risque et je pense qu'il y a une certaine utilité pour la pose de la GPE. Je leur présente l'indication de la pose en disant que ça peut être quelque chose de transitoire pour faire passer le cap et que si au bout de 3 mois, 6 mois, ils ne sont pas d'accord, on peut toujours retirer. Alors, la plupart du temps, c'est mieux à accepter. Alors, je n'ai pas eu, avec mon expérience qui n'est pas énorme, je n'ai pas eu beaucoup de retraits. J'ai eu 2 cas de retrait parce que l'état nutritionnel est revenu à un état qui était excellent, donc on n'a plus utilisé. Bon, quelques années après l'évolution de la maladie, on l'a reposé, mais pendant quelques années, on ne l'a pas utilisé. Mais ça peut être une solution aussi pour l'entretien. La sonde utilisable uniquement pour la nutrition artificielle, c'est faux parce qu'on peut l'utiliser pour mettre les médicaments, pour administrer les médicaments et l'hydratation. La prise des traitements est quand même importante parce que si on ne donne pas le traitement, on a les troubles de comportement et puis tous les autres symptômes qui sont difficiles à gérer, difficiles pour le patient. La visibilité de la sonde, actuellement avec la pose des sondes de type Mickey, lorsqu'on débranche la tubulure, il n'y a rien qui se voit. Donc pour les personnes qui sont esthétiquement gênées, pour les personnes qui sont encore valides, notamment pour les femmes qui ne veulent pas qu'il y ait une sonde qui apparaisse, ça peut être une solution.
nécessité d'hospitalisation pour chaque changement de sonde. Donc, c'est vrai qu'après la première pause, il faut attendre au moins 3 mois pour qu'il y ait une trajet fistuleux qui s'organise, mais 3 mois après, on peut poser une sonde lors du changement, une sonde de type Mickey, et dans ce cas-là, ou une sonde à ballonnet interne, et dans ce cas-là, les changements peuvent se faire ou à domicile, si le patient est à domicile, ou en institution, s'il est institutionnalisé, mais sans hospitalisation. Alors là, pour le coup, cet item est vrai. Un trouble de la déglutition ne veut pas dire que fausse route. Parce qu'un trouble de la déglutition, ça peut être un défaut de propulsion, de transport, de mastication, d'initiation aussi. Et puis pour finir, la GPE n'est proposée qu'en cas de survenue de complications d'une fausse route, non. Pour moi, elle doit être proposée lorsque les indications sont posées plus tôt. Ne pas attendre la complication. Rappelons-nous que les complications de type pneumopathie d'inhalation entraînent un hypercatabolisme qui entraîne une altération de l'état nutritionnel et le cercle vicieux. Merci. Alors du coup, on a 2 questions. À quel stade de la maladie de Huntington pensez-vous que la question de la gastrostomie doit être envisagée et discutée avec le patient, car elle est souvent associée à la fin de vie par le patient et sa famille? Alors, c'est vrai que moi, je reçois plutôt des patients qui sont en stade 4 et 5 de la maladie. Je ne suis pas sûre d'être la personne, le professionnel le mieux placé pour y répondre. À mon sens, elle doit être posée le plus tôt, bien évidemment adaptée à la personne, parce qu'il y a des personnes qui au début sont en nosognosique ou alors ne veulent absolument pas entendre parler de ça. Mais de façon générale, l'anticipation, dans la mesure du possible, que ça soit pour l'utilisation d'une tablette ou pour les directives anticipées ou pour la pose de la gastrostomie, doit être posée au plus tôt. Ça ne veut pas dire que une fois que la question est posée, par la suite, il ne faut pas revenir dessus, bien évidemment. Avant la pose, si la personne est capable de donner son avis, il faudra refaire un point sur la question. Et une dernière question, comment faites-vous pour donner plus de 4000 calories par jour à un malade Huntington? Je n'arrive pas. On n'y arrive pas la plupart du temps. En fait, alors pour les stades évolués de la maladie, c'est que ce qu'on vise surtout, c'est de stabiliser le poids. Lorsqu'on arrive à obtenir une prise de poids, ça c'est vraiment une notable réussite. J'avais présenté une petite étude, si on peut appeler ça une étude, qu'on avait fait dans l'établissement pour la pose de la GPE et pour les effets que ça donnait, c'est-à-dire par rapport particulièrement pour la prise de poids. C'est vrai que dans notre expérience de notre masse, on a beaucoup plus d'effets positifs, c'est-à-dire une prise de poids qu'on obtient par la suite, qu'un échec. Mais il est rare qu'on arrive au poids de forme de la personne. Ce qui compte surtout, c'est de réussir à stabiliser le poids, voire avoir quelques kilos en plus, et surtout de ne pas avoir d'escarre. Merci beaucoup. Merci.